On a passé beaucoup de temps à plonger dans chaque remise en cause en se disant c'est le moment de restitution un peu complète du rapport. Donc on a pris du temps. Donc merci d'avoir tout suivi comme ça. Et ce qu'on va essayer de faire dans cette deuxième partie, c'est de regarder qu'est-ce que ça pose comme grand choix stratégique ou comme grande question de posture pour les organisations de solidarité internationale. Et donc pour ça, on va vous dire encore quelques mots juste sur qu'est-ce que nous, on a compris que ça posait comme question. Et ensuite, on va accueillir 3 organisations assez différentes qui vont nous dire comment, en entendant toutes ces questions, comment ça les bouscule et comment est-ce qu'elles cherchent à travailler sur ces questions-là dans leur organisation. Et puis ensuite, on ouvrira la discussion à tout le monde. Et donc, si vous avez des réactions là, sur la première session, on va les prendre dans la session de discussion après. Gardez-les. Pour ça, peut-être vous dire une chose, c'est que, en fait, ce qu'on a, toutes ces remises en cause qu'on a évoquées, décrivent des tendances de fond, et nous, on a parlé d'un monde nouveau, pour décrire un monde dans lequel on ne va pas avoir de retour en arrière dans la situation dans laquelle on était jusqu'à présent. Et on a essayé d'appuyer sur ce point dans le rapport en disant, on a essayé d'utiliser des termes un peu imagés, on a parlé des 30 glorieuses des organisations de solidarité internationale pour parler de cette période depuis la chute du mur de Berlin jusqu'au Covid, qui est une période de déploiement, de croissance des financements, de diversification, de rapprochement du dialogue, etc. Donc une période très bénéfique au développement de ces organisations-là. Et ce que tous les témoignages et toutes les analyses de contexte nous disent, c'est qu'on est dans un autre monde maintenant. Et donc la question, c'est comment est-ce que les organisations arrivent à appréhender ce monde et qu'est-ce que ça fait pour elles, individuellement et collectivement. En fait, ce qu'on a ressenti beaucoup, c'est d'abord un effet de sidération assez fort, c'est-à-dire que beaucoup d'organisations nous ont dit on avait fait des plans, des scénarios stratégiques, on avait réfléchi à la suite, mais en fait, on est dépassé par la réalité, la rapidité, la brutalité de ce qui nous arrive. Et donc, on est un peu sidéré et on n'a plus exactement les armes pour savoir comment réagir ou comment appréhender. Donc on a beaucoup entendu cette sidération. On a entendu aussi pas mal de solitude, notamment des directions d'organisation qui disent on est face à des choix extrêmement difficiles et même si il y a des espaces collectifs, on est assez seul dans qu'est-ce qu'on va faire demain avec notre organisation, avec nos projets, avec nos équipes. Donc on a beaucoup senti ça. Et on a senti aussi beaucoup de tâtonnements. C'était dans la recherche de solutions pour arriver à faire survivre certaines pratiques, l'organisation, etc. On l'a dit, tâtonnement pour trouver des nouveaux bailleurs, pour arriver à financer encore des partenaires dans une zone grise sans les exposer, tâtonnement pour arriver à avoir des outils sans se déplacer qui fonctionnent avec les partenaires. Donc beaucoup de tâtonnements, mais avec beaucoup de questions sur est-ce que c'est ça vers quoi on va, jusqu'où on pousse cette pratique qui est encore un peu artisanale, jusqu'où on pousse les lignes et où est-ce qu'on franchit des lignes rouges dans nos relations aux bailleurs, dans nos relations aux partenaires, etc. Donc on est dans une période où alors on a mis bricolage ou en tout cas de réflexion sur comment est-ce qu'on arrive à se sortir d'une situation maintenant, mais qui pose des questions un peu existentielles aux organisations mais finalement notre modèle demain c'est quoi, vu vers quoi on est en train d'évoluer. Et donc, ce qu'on a vu, nous, c'est que toutes ces remises en cause, ça poussait à réfléchir à 3 grandes postures ou 3 grands choix stratégiques pour les organisations. La question de quelle est ma posture internationale ? On va vous expliquer qu'est-ce qu'on entend par là, mais c'est-à-dire quelle est ma manière d'être international ? Quel acteur international est-ce que je suis face à la localisation, à la baisse de la mobilité, etc. Qu'est-ce que c'est pour moi être un acteur international ? Quelle posture politique ? C'est la deuxième grande question pour nous qui se pose, c'est-à-dire quelle parole politique, quel acteur politique je suis en tant qu'organisation de solidarité internationale, et quelle posture organisationnelle, c'est-à-dire comment je vois le modèle de mon organisation demain, quand je prends en compte toutes ces remises en cause, ça dessine quelle organisation demain.
Et ça aussi, et en fait, ce qu'on dit beaucoup, c'est ces trois postures sont très reliées. Si on réfléchit à la posture internationale, il faut la réfléchir en fonction de sa posture politique et en fonction de sa posture organisationnelle. Et donc, on dit, c'est un peu trois grands chantiers de réflexion qui attendent les organisations face à toutes ces remises en cause. Et donc, on vous dit un mot sur chaque grande posture, et après, on écoute trois organisations qui nous disent comment elles abordent ça ensemble. Posture internationale, donc évidemment, ce qu'on a dit tout à l'heure sur l'évolution géopolitique, la question de la décolonisation, la question de la mobilité, ça pose la question de est-ce que je peux encore être un acteur international? Donc ça pose d'abord, on est pas mal revenu dessus. Ah, pardon, avant d'entrer là-dessus, on a une question, j'ai oublié, excusez-moi. On voulait vous demander, avant d'en rentrer dans les postures et dans le débat, on voulait vous proposer, pour aborder le débat, de répondre à une question, avec tout ce que vous entendez, qui est la question suivante. Face à ce monde nouveau qu'on est en train de décrire et qu'on va continuer là dans l'heure qui arrive, être audacieux pour votre organisation ou pour le secteur, ça serait quoi? Vous avez, donc l'idée, c'est que vous puissiez flasher ça sur votre téléphone. Vous allez arriver sur un écran et vous allez pouvoir taper quelques mots. Et pendant l'heure qui va venir, là, vous pouvez, quand vous voulez, écrire ce que vous voulez là-dessus. Et Anna va collecter les réponses, puis elle va nous dire ce qui sort de vos réponses. Et on va essayer de voir pour les uns et les autres, les unes les autres, être audacieux, c'est quoi? Ça serait quoi? Ah oui, ça ne va pas vous aider. Sinon, vous l'avez, si c'est plus près, vous l'avez là aussi. Il y a juste une consigne, essayez de ne pas dépasser 8-10 mots. C'est vraiment une idée très courte. Essayez de traduire ce que vous voulez dire en 8-10 mots pour qu'on puisse arriver à avoir toutes vos idées ensemble. Parce qu'en fait, c'est ça dont on va parler dans cette heure, c'est-à-dire quel est le mouvement qu'on peut faire face à toutes ces remises en cause. Et on voulait, donc vous avez toute l'heure là pour quand vous voulez écrire ça. Et puis dans une heure, quand on fera la discussion, on repartira de ce que vous avez pu écrire. Comment? Anna? Ça y est, les votes sont ouverts? Alors c'est pas un vote en fait. C'est bon? Ok. C'est bon pour tout le monde sur cette question? On verra ce que ça donne dans une heure. Donc, on a dit, en fait, il y a trois postures là, qui sont questionnées. La première posture, c'est la posture internationale, c'est la manière d'être international. Et en fait, sur chacune des postures, ce qui nous a frappé, et c'est pour ça qu'on les... J'arrive pas à passer, c'est bon? C'est pour ça qu'on les présente aussi, c'est que chacune de ces postures, à première vue, quand on rentre dans les organisations, il y a un accord ou il y a un consensus dans l'organisation sur la posture. Et en fait, assez souvent, quand on creuse, on voit qu'il y a des logiques assez différentes en fonction des personnes. D'abord, entre organisations, il y a des postures internationales très différentes, des postures politiques très différentes et des postures organisationnelles très différentes. Mais dans les organisations, en fonction de l'historique dans l'organisation, de la position, de direction, du profil des personnes, vous avez dans une même organisation des logiques, des façons de répondre à ces trois questions très différentes. Et elles n'apparaissent que quand on creuse vraiment quelle est notre posture internationale, quelle est notre posture politique. Elle n'apparaît pas tout de suite dans les discussions qu'on a pu avoir. Donc c'est ça qu'on trouve intéressant, et pourtant elle est essentielle pour réfléchir à l'organisation demain. Donc sur la posture internationale, c'est à la fois la question de jusqu'où on va dans la localisation. Est-ce qu'on estime qu'on est dans un modèle qui en fait est déjà très équilibré en termes de partenariat et on est plutôt dans la protection de notre modèle? Est-ce qu'on est plutôt dans des aménagements organisationnels, comme on a vu sur notre gouvernance, sur qui est au siège, qui est local, sur notre membership, sur des modalités de financement? Ou est-ce qu'on va plus loin? Est-ce qu'on est plus radical dans notre façon d'aborder la localisation? Est-ce qu'on se repositionne très différemment par rapport aux partenaires? Et donc, ça veut dire quoi? Et là, on voit, par exemple, sur cette question, assez clairement, comment, dans une même organisation, vous allez avoir assez souvent
des postures de conservation, des postures de transformation progressive, organisationnelle, et puis des postures plus radicales. Et que quand on creuse, on voit bien qu'en fait ces trois postures, ces trois représentations de ce que pourrait être l'organisation demain, et qu'il faut le creuser, cette question-là. Donc c'est jusqu'où on va dans la localisation. Et puis c'est aussi ce qu'a dit tout à l'heure Jean Martial. Qu'est-ce qu'on fait de notre étiquette internationale? On a dit tout à l'heure, de plus en plus, ces organisations sont étiquetées comme des organisations occidentales qui agissent au sud, avec toute la question que ça pose. Et donc, des organisations qui se retrouvent, qui portaient des valeurs universelles, qui avaient l'impression d'être un acteur international, qui se retrouve davantage placé dans un camp ou avec une étiquette. Et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on essaie de la décoller? Alors on a vu des stratégies qui consistaient plutôt à chercher à gommer son origine. Des familles d'ONG par exemple qui vont délocaliser, enfin déplacer leur siège, avoir une direction qui est issue du Sud global, avoir des antennes autonomes. Donc tout ce qui permettrait, semble-t-il, de ne plus être vu comme un acteur occidental. Et ce qu'on voit souvent, c'est que ces efforts-là, ils ne sont pas toujours aussi payants, c'est-à-dire qu'on reste quand même un acteur qui est très identifié à l'Occident ou à son pays d'origine. Et donc ça pose la question de qu'est-ce qui fait que l'étiquette colle encore? Est-ce que c'est les financements? Est-ce qu'il s'agit de diversifier les financements vers d'autres bailleurs en disant, vous voyez, on n'est pas dépendant du bailleur de notre pays, on est multi-aligné, on a utilisé ce terme dans le rapport. Donc il y a cette stratégie, ou bien il y a une stratégie qui consiste à dire on va assumer notre étiquette occidentale ou française, et on va même travailler plus en France, dans l'action en France, pour montrer qu'en fait c'est notre ancrage, c'est notre origine, et on n'est pas qu'une action, on n'est pas qu'une organisation française qui travaille au Sud, on travaille sur des enjeux globaux, et donc on est aussi très ancré en France. Donc il y a plein de façons de répondre à cette question de l'étiquette internationale, mais c'est aussi une question qui doit se poser. Et puis, toujours sur l'international, qu'est-ce qu'on fait de la mobilité? Quel est notre rapport à la mobilité demain? Et qu'est-ce que ça change dans notre identité? Tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc tout ça, c'est la question de quel acteur international on est demain. Et puis la deuxième grande question en termes de posture, c'est quel acteur politique est-ce qu'on est, jusqu'où on va défendre nos valeurs et comment on va porter nos valeurs dans un contexte qui possiblement va de plus en plus les attaquer ou les remettre en cause, dans un contexte potentiellement de plus en plus conservateur qui va peut-être jouer la guerre des valeurs dont on parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est plutôt dans une logique de... Pardon. C'est bon? Ouais. Est-ce qu'on est dans une logique de dire, on l'a beaucoup entendu, c'est le moment de devenir plus un acteur politique. Là, on voit qu'on est poussé sur nos valeurs, devenons un acteur plus politique, entrons en résistance, soyons un contre-pouvoir, affirmons plus fort nos valeurs, et donc rapprochons-nous peut-être d'une base militante qui partage nos valeurs et assumons que, en fait, c'est ça notre projet. Et d'autres organisations ou d'autres personnes dans les mêmes organisations qui disent non, ayons une attitude pragmatique, travaillons sur les doubles ou triples discours pour garder l'accès au terrain, garder les financements, et donc évitons justement de rentrer dans le jeu de la guerre des valeurs. Et puis d'autres encore qui, on peut imaginer, qui vont être plus alignés et qui vont dire on est totalement à l'aise pour mettre de côté certains sujets critiques, certains enjeux qui vont cristalliser les choses et assumer qu'on est un acteur qui s'aligne avec des nouvelles priorités. Donc il y a une question de posture politique et de la manière de porter une parole politique qui va être de plus en plus critique dans un contexte dans lequel les organisations vont être interrogées, attaquées sur leurs valeurs. Et ces deux postures-là, elles sont liées à une troisième posture. Donc la troisième posture, c'est la posture organisationnelle. Et là, vous voyez, il y a trois grandes questions qu'on identifie. C'est l'interrogation du périmètre d'activité, l'interrogation de la taille des organisations et la reconsidération du modèle économique. Donc, pour résumer les choses qu'on vous a déjà dit dans les présentations par remise en cause, le périmètre d'activité, on a vu aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations qui resserrent, qui se concentrent sur certaines géographies, certaines cibles, certains thèmes, en mettant ça en lien avec la prise de risque. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'organisations qui auraient tendance à dire
Aujourd'hui, je vais continuer à travailler là où c'est possible, là où les risques ne sont pas trop importants. Mais au sein de certaines organisations, ça crée des tensions avec des gens qui vont dire non, nous, on est des organisations non gouvernementales. Notre mission, notre rôle, justement, c'est d'aller là où c'est compliqué. Et d'ailleurs, c'est ça qui, pendant longtemps, a fait un des attraits pour les bailleurs de fonds des ONG. C'est cette capacité à aller là où c'était difficile pour eux d'aller. Et donc, cette question-là, première question, la taille des organisations, évidemment, aujourd'hui, on voit que on est dans une phase de réduction des équipes. Hein. Qu'est-ce que ça va donner en termes de évolution de la vision de ce qu'est une organisation? Ça pourrait se coupler, par exemple, avec une idée que dans cette phase de réduction des équipes, on digitalise certains postes, on digitalise certaines façons de faire pour accompagner et faire des gains de productivité en même temps qu'on réduit cette équipe grâce à la digitalisation. Donc on a des questions qui vont se poser aux organisations sur cette forme-là. Dans les réflexions actuelles sur la taille des organisations, vous voyez, les réflexions sur la mutualisation, sur l'externalisation de certains services et du recours à la digitalisation sont des choses qu'on a entendues. Hein. Et notamment aussi du recours à l'IA pour remplir certaines fonctions qui rentrent de plus en plus dans les réflexions des organisations. La reconsidération du modèle économique, on a dit tout à l'heure, tout le monde est un peu sur les mêmes pistes, ce qui va créer des problèmes. Et on a entendu assez peu de vrais... on a entendu assez peu de propositions sur le fond de refonte des modèles économiques, hormis quelques rares organisations qui disent nous on va évoluer vers le financement de ce qu'on fait par les bénéficiaires finaux ou par nos partenaires. Donc mais il y a peu finalement où on va s'appuyer davantage sur nos activités d'économie sociale et solidaire. Mais finalement peu de modifications sur le fond de notre modèle économique. On a l'air d'être assez pris les deux pieds dans le béton dans le modèle économique de nos organisations actuellement. Alors, ici, vous voyez, je voudrais rapidement passer sur ça. On va avoir des organisations, en fait, il y a actuellement, de façon assez caricaturale, hein, bien sûr, mais vous allez avoir des organisations qui disent « small is beautiful », c'est-à-dire qu'elles sont en train d'accepter la réduction de leur taille, parfois avec un discours du type « finalement, il y a 20 ans, on avait beaucoup moins de financement, puis ce qu'on faisait, c'était pas si mal. Et c'était beaucoup plus artisanal, c'était moins organisé, il y avait moins de compétences, mais finalement, on remplissait notre mission, c'était pas si mal. On revient vers ça et on se replie sur une base de donateurs et on va essayer de survivre à la crise actuelle comme ça. J'attire vos attentions sur une variante, Smaller is beautiful. En fait, on constate aujourd'hui, c'est intéressant, dans des grosses organisations humanitaires, un repli qui va un peu en lien avec ce repli du multilatéralisme de manière intéressante, un repli sur le fait de dire, nous, dans la crise actuelle, on a un peu moins d'argent, mais on reste quand même de très grosses organisations, et puis c'est compliqué politiquement, et en fait, on va se recentrer sur ce qu'on sait le mieux faire. Hein, donc nous, on est très fort sur tel type d'aide humanitaire, tel type de service de base, et on se recentre sur ça. Je vais vous prendre une métaphore, elle vaut ce qu'elle vaut. Imaginons que l'aide est un champ de maïs. Déjà, notre champ de maïs, globalement, il n'était pas super. Là, on a des organisations qui disent, moi, dans notre champ de maïs, moi j'ai 3 plants, je m'occupe de ça. Et mes plants, ils vont être super beaux, mais le reste, là, les ODD, les trucs très machin, on m'a pris dans ce cirque-là une fois, je ne me fais pas reprendre dans ça, et pour le moment, je me recentre sur ce que je sais faire le mieux. Ça, c'est Smaller is beautiful, qu'on a entendu plutôt sur des grosses organisations de type humanitaire ou multimandat. Peu sinon, et on en a déjà parlé tout à l'heure, déploiement, diversification, mise à l'échelle, certaines organisations, donc vous nous avez donné un exemple tout à l'heure de volontarisme par rapport au fait de dire, bon, même dans les circonstances actuelles, nous on essaye d'avancer, de trouver des nouveaux projets, etc. On a entendu très peu de ça.
On a entendu, par contre, et ça rejoint la question du modèle économique, certaines organisations qui disent on franchit certaines lignes rouges en ce qui concerne nos financeurs. C'est-à-dire que hier, on trouvait ça très difficile d'accepter du financement de telle entreprise dont on n'appréciait pas la politique environnementale ou la politique sociale dans certains pays, ou hier, on n'acceptait pas les financements de tel pays dont on n'appréciait pas. Aujourd'hui, on commence à considérer ça. C'est une catégorie intéressante d'organisation qui, en fait, se dit encore aujourd'hui que la situation actuelle, c'est un accident de croissance et qu'en fait, on va reprendre. On va reprendre, quitte à franchir pendant un certain temps des lignes rouges. Donc vous avez ici 3 organisations qui permettent un peu de réfléchir à soi-même et à son organisation. Small is beautiful, smaller is beautiful. Je me retranche un peu sur ce que je sais faire le mieux et puis je ne me mêle pas trop de choses plus multilatérales. Et puis des organisations qui sont en fait plutôt dans une optique de dire la crise, elle est passagère. Pour nous, en tout cas, on va trouver les moyens de reprendre un cheminement de croissance. Alors ça donne cette diapositive. C'est sur cette diapositive que nos 3 intervenants vont pouvoir s'appuyer peut-être pour venir nous parler. Mais vous voyez, on le résume ici. Alors évidemment, ce sont des positions qui sont assez poussées, assez caricaturales, assez extrêmes sur chaque sujet, mais qui nous paraissent être intéressantes pour faciliter la discussion au sein d'une organisation. En disant, sur l'affichage des valeurs, est-ce que je suis indigné, je suis pragmatique, ou je suis aligné? Est-ce que sur le périmètre d'activité, je me recentre ou bien je suis dans la relance? Est-ce que sur la taille et le modèle économique, je suis small is beautiful ou bien croissance à tout prix, etc., etc. Donc vous avez ici une grille qui est un peu une sorte de synthèse de notre réflexion à la fin du rapport pour aider à réfléchir à l'évolution des organisations. Avec le schéma qui montre qu'on ne peut pas raisonner, on ne peut pas questionner une posture sans questionner les autres, et que tout ça fait système. La posture, une fois qu'on a discuté de la posture internationale, ça amène toute une série de choses sur quelle est notre posture politique et quelle est notre organisation demain, en fait. Donc c'est là-dessus qu'on va ensuite interroger les personnes. Tu voulais quand même dire un mot sur les... Oui, alors peut-être un dernier mot. En fait, un point intéressant de la situation actuelle, c'est qu'on sort d'un secteur, enfin, on sort d'une situation où on avait une impression d'une homogénéité de notre secteur, une homogénéité assez forte, sur ses valeurs notamment. Or, aujourd'hui, on est dans une situation où, et un secteur aussi dont l'homogénéité était favorisée par le fait que pendant les 30 dernières années, avec la croissance des financements, tout le monde a pu avancer sans qu'il y ait trop de tensions entre nous. Donc ça a permis à chacun d'exister dans ce secteur en se disant tout le monde progresse, donc ce n'est pas le moment de s'affronter sur des sujets de fond. Là, on voit qu'il y a un certain nombre de choix qui vont se faire, qui sont très pertinents pour différentes organisations, qui vont diversifier le secteur. Si vous prenez la diapo d'avant et que vous dites, voilà, les indignés, les pragmatiques, voilà. Après, il y a des risques de tension pour nous dans la période actuelle au sein du secteur. Dans les organisations, sur la ligne indigné-pragmatique, si personne ne va dire facilement dans une organisation, moi, j'ai plutôt des valeurs conservatrices, par contre, c'est certain que certains vont dire, moi, je suis plutôt pour une approche pragmatique de notre organisation, plutôt que pour une approche plus radicale, indignée ou résistant. Donc, première ligne possible au sein des organisations. Il y a une question sur le sens, au sens des organisations, parce qu'aujourd'hui, il faut faire, comme Martin l'a dit, il faut faire des ajustements, et il y a un peu du bricolage, des tentatives, on fait ça, on fait ça. Vous connaissez ce jeu-là? Je crois que ça s'appelle la tour de bois. C'est pas du Capla, mais c'est de la tour en bois. Il y a 60 morceaux, on fait la tour, et après chacun enlève un morceau, et à un moment donné, ça tombe. Et c'est ça qui se passe aujourd'hui dans certaines organisations. Quand on a cette question sur le sens, là, c'est à chaque fois on dit, ok, on est face à ça,
Ok, on répond, mais on a l'impression que ça nous met un petit peu en désaccord avec les valeurs de notre organisation, mais on le fait, on enlève un morceau, puis un deuxième, puis un troisième, etc. Donc la situation est un peu comme ça, dans le cadre de ce que tu appelles le tâtonnement, le bricolage, etc. Je sais pas, par exemple, prenons l'exemple d'organisations qui étaient basées sur la rencontre régulière avec leurs partenaires locaux et qui peuvent plus, qui se mettent à travailler en ligne. Hop, un premier morceau de bois qui sort, et ainsi de suite. Donc c'est une des tensions avec le indigné pragmatique, c'est l'érosion du sens global au sein des organisations. La troisième tension au sein des organisations, c'est un peu l'intergénérationnel. C'est-à-dire que vous pouvez avoir facilement, on l'a entendu, dans les organisations, en fait, des personnes plus anciennes qui ont un peu une nostalgie d'un âge d'or, qui ont plus de difficultés à remettre en cause la façon dont l'organisation a été créée et avancée face à des nouvelles générations plus radicales, mais pour autant qui n'a pas forcément qui aura un discours plus radical, qui voudra plus de changements, mais qui n'aura pas forcément tout le vécu et toute l'histoire de l'organisation avec elle. Et donc cette tension peut être ressentie. Entre les organisations maintenant, plusieurs risques de tension. Les ONG qui vont dire, moi je suis 100%, si on revient sur le panneau qu'on avait tout à l'heure, les ONG qui veulent dire, l'avenir c'est 100% localisation. On fait 100% localisation pendant 5 ans, puis dans 5 ans on met la clé sous la porte parce qu'on aura fait ce qu'on avait à faire avec nos partenaires. Et des organisations qui vont dire, non, nous on veut continuer à exister, on pense qu'on a encore une place, et donc on va trouver une façon de continuer à travailler dans la durée, peut-être sur un nombre plus limité de partenariats qu'on va pousser plus loin. Donc entre les indignés et les pragmatiques, bien sûr, entre des ONG qui vont pouvoir investir massivement dans le numérique, puis celles qui ne vont pas pouvoir, parce qu'elles n'auront pas les finances, ou parce qu'elles diront on pense que c'est une mauvaise évolution pour nos organisations. Et digitaliser les activités, transférer des tâches à l'intelligence artificielle, on ne veut pas aller dans cette direction-là. Autre fracture possible. Dernière fracture, il y a une société civile conservatrice qui émerge, qui va émerger, qui va être de plus en plus présente dans notre paysage. On le voit déjà aujourd'hui. Au niveau européen, il y a une plateforme qui s'appelle Agenda Europe, qui regroupe une centaine d'organisations qui sont actives dans la promotion de l'antiféminisme, anti-avortement, etc. Donc, on sait qu'il y a un écosystème conservateur qui se met en place petit à petit, qui a des financeurs, qui a des médias et qui a des organisations qui vont se mettre qui existent déjà, mais qui vont se multiplier dans ce secteur-là. Donc, notre secteur doit être prêt à se dire, on pensait qu'on était tous à peu près alignés globalement, mais on va être en face d'une partie du secteur qui va être plutôt conservatrice. Donc, face à ça, un enjeu majeur pour les plateformes, je regarde Jérôme, un enjeu majeur pour les plateformes, parce que les plateformes, demain, elles sont face à un dilemme, au dilemme de soit d'être réduites au silence parce qu'elles veulent garder tous leurs membres, soit qu'il y ait des scissions, des séparations, parce qu'elles veulent garder une parole ou avoir une parole assez politique. Et je m'arrête là. Merci Jean-Martial. Voilà, nous on a fini de parler. Donc on a ces 3 grandes postures avec toutes ces questions. On voulait donner la parole à 3 organisations pour qu'elles nous disent chacune en 5 minutes comment ça les bouscule, comment est-ce qu'elles appréhendent ces 3 grandes questions dans leur organisation, comment elles mettent ça en chantier, comment ça les bouscule. On va commencer. Alors on va mettre des chaises là pour être tous ensemble, mais on va commencer avec toi parce que tu as une contrainte pour partir. Donc Elena, est-ce que tu peux nous rejoindre aussi et Adrien. Ça, je peux rebondir. Ouais. Oui, c'est bien le schéma. Le schéma. Donc on se prend, tu veux rester debout ? Ouais, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Nicolas Verken, directeur campagne et plaidoyer à Oxfam. J'y suis depuis un peu plus de 18 ans. Et effectivement, les 3 sont liés. Quand je suis arrivé, c'était déjà une confédération internationale.
avec une quinzaine de membres qui étaient en gros des ONG d'Europe du Nord, d'Amérique du Nord, et qui intervenaient humain et développement dans plus de 80 pays. Et autour de 2010, il y a eu une double inflexion politique et organisationnelle. Politique, on a commencé à parler plus d'inégalité plutôt que de pauvreté, et en gros aller regarder tous les mécanismes de redistribution et toutes les questions fiscales au-delà des flux comme l'APD, et la volonté d'avoir, je ne sais pas si c'est de la délocalisation, de la relocalisation, en tout cas d'avoir plus de pouvoir au Sud, et d'avoir dans chaque pays, plutôt que X programmes de X Oxfam nationaux différents, avoir un seul pays d'Oxfam avec des staffs locaux et une gouvernance locale. Et d'avoir en plus une fêtière supranationale où un directeur pays, une voix, un board international ou un président d'un CAPI, une voix, etc. Donc c'était une inflexion forte et stratégique qui a été décidée il y a 15 ans. On n'y est toujours pas. On a un Oxfam, un pays, mais ça prend beaucoup de temps à réaliser parce que c'est de la perte de pouvoir politique et financier, et il y a des gros Oxfam. Ça pose des problèmes aussi en termes typiquement de plans sociaux en Grande-Bretagne, au Canada, aux États-Unis, aux Pays-Bas, en Espagne, voilà. Et donc ce transfert-là, il est compliqué à cet égard. L'autre aspect, donc, c'est qu'on veut toujours aller vers une gouvernance de plus en plus sudisée et équilibrée. Donc, on en est maintenant à plus de 20 Oxfam nationaux. On a maintenant un Oxfam Brésil, un Oxfam Colombie, un Oxfam Afrique du Sud, un Oxfam, alors Inde, c'est plus compliqué, un Oxfam Indonésie, un Oxfam Turquie, etc., un Oxfam Sénégal qui arrive. Donc, ça progresse, ça progresse. Dans un monde idéal, on voudrait avoir que des Oxfam nationaux, et donc plus de pays d'intervention, mais que des entités équivalentes. Mais du coup, ça pose un problème de gouvernance. C'est quand vous passez, quel que soit nord ou sud, d'une orga à 15 têtes à une orga à 25 et potentiellement une orga à 70 têtes, ça devient de plus en plus compliqué. Et en réalité, pas forcément plus démocratique, parce que finalement, il y a des jeux de pouvoir des gros qui se font derrière avec peut-être encore plus de marge de manœuvre. Et donc ça, c'est un vrai défi. Dernière tension sur l'aspect sud-nord décolonialisation. Donc nous, on se revendique une ONG internationale, une confédération à la fois décoloniale et féministe. Comment vous faites quand vous avez tout un continent de votre confédération qui vous dit vos conneries LGBTQIA+, vous les gardez pour vous? Et pas juste parce que c'est une question de gestion du risque sécuritaire pour nos staffs dans les pays, mais aussi parce que nous, on n'y croit pas. Voilà, on n'a pas encore trouvé la réponse. Mais voilà, c'est des illustrations concrètes de ces tensions. Du coup, je vais revenir après, vous faites la tension entre indigné et pragmatique. Nous, on essaye de penser qu'on arrive à être les deux. Je vais m'expliquer. Dans l'écosystème français, on est invité aux universités de la LFI, aux universités du MEDEF. Voilà. Et on essaie de tenir cette ligne de crête. C'est d'avoir une radicalité de la position et une capacité d'intermédiation avec différentes parties prenantes qui est adaptée aux interlocuteurs. Alors nous, on ne parle pas à l'extrême droite, donc il y a certains interlocuteurs qui ne sont pas les nôtres, mais tout le reste du champ, en fonction du pouvoir qu'on leur attribue, de notre intérêt à dialoguer avec eux, on va aller les voir. Ça ne veut pas dire qu'on met de l'eau dans notre vin sur nos messages. Ça veut dire qu'on essaye d'être capable de bouger. Donc on affirme une identité, des positions, mais on est capable de ventiler. Et je pense qu'un des enjeux stratégiques, et on en avait parlé la semaine dernière, et nous, on a envie d'aller de plus en plus vers là, c'est que le discours indigné, on le tient sur notre site, on le tient aux 400 000 personnes à qui on écrit, on envoie notre newsletter, aux 40 000 personnes qui sont des donateurs d'Oxfam France, il n'y a pas de problème, on leur parle à eux. Mais si on veut faire bouger les lignes, aujourd'hui, notre narratif, il peut parler à 5-10 millions de Français. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des autres? Et donc là, il faut aussi accepter de pouvoir changer la focale et de s'exprimer différemment. Alors, c'est ce qu'on appelle, nous, la segmentation des audiences, et aller adapter. Et c'est pas mentir ou se trahir, mais c'est adapter son discours en fonction de l'audience. Le truc caricatural que je dis,
Nous, on est féministe, intersectionnel, LGBTQIA+, etc. Ces termes-là, ça peut passer sur TikTok, voire Insta, ça ne passe pas sur Facebook. Voilà. Donc sur Facebook, on va parler des droits des femmes, pas d'intersectionnalité. Et c'est valable pour tous les sujets. Et voilà, cette capacité à être ferme sur ses valeurs et à être adapté à son environnement, c'est ce qu'on essaie de tenir. Et j'aurais plein de choses à dire, surtout, mais le dernier truc sur l'échelle et sur l'effondrement du multilatéralisme. Moi, quand je suis arrivé à Oxfam, on bossait vachement sur le G7, le G20, tous les processus onusiens, etc. Et on s'est rendu compte à quel point ça s'est effondré depuis 10 ans. On bossait vachement, on continue encore de bosser sur des échelons européens, parce qu'il se passe des choses, et on a des collègues dans les régions, notamment en Afrique, qui bossent sur des processus africains, CEDEAO, etc. En France, depuis 7 ans, là on est en train de faire le match du PLF cette année, mais en vrai ça fait 7 ans qu'il ne se passait rien et qu'on n'a pas gagné grand-chose en France. Et du coup, en termes d'échelon, on a commencé à regarder les territoires. Parce qu'il se passe des choses positives, parce qu'on a de la marge de manœuvre. Et là, je reviens à l'articulation. Il ne s'agit pas juste d'aller développer un business différent, de dire là, il y a une place à prendre, du fric des collectivités ou des fonds européens qui ne sont pas pour les OSI auxquels on peut accéder. Il s'agit aussi, à nouveau, de saisir des opportunités politiques, de faire bouger des lignes. Là, on peut les faire bouger, et de créer une légitimité vis-à-vis, vous parliez d'autres acteurs, voilà, la légitimité vis-à-vis d'autres acteurs institutionnels et du public, elle est aussi liée à notre capacité à nous ancrer sur ce qui les touche. Et on avait un contrôleur du comité de la charte qui nous avait dit une fois mais c'est dégueulasse ce que vous faites, vous demandez des sous aux gens pour le Yémen, mais en fait, vous regardez ce qui se passe en France. Je dis en fait... vous faites un contresens, monsieur, parce que la réalité de nos donateurs, ils nous filent du fric pour qu'on travaille sur la justice fiscale en France et pour regarder les pratiques du CAC 40. Et c'est en leur parlant de choses qui sont proches d'elles et d'échelons locaux qu'on arrive à leur parler d'autres choses. Quand on va parler d'adaptation au changement climatique en France, là, ça marche. Là, on fait France Inter, on fait des télés, etc. Et c'est là où on arrive à parler du Niger. Sinon, on n'y arrive pas. Et sur les questions fiscales, c'est pareil. Quand on parle de justice fiscale et d'évasion fiscale, on commence par parler des 60 milliards en France, etc., pour leur dire, et vous savez, dans les pays du Sud, c'est encore pire. Et voilà. Et c'est pour ça ça fait 2-3 ans, et pas tant pour une question de business model ou de recettes, mais plus pour une question d'impact, qu'on essaie d'investir de plus en plus l'échelon des territoires. On se mobilise pour les municipales, parce qu'on voit que c'est un bon vecteur pour aller parler au public et l'amener sur des problématiques internationales, ODD et autres. Super intéressant, merci beaucoup. Je sais que tu as une contrainte, donc tu pars quand tu veux, mais merci beaucoup. On continue ce tour. Tu as touché beaucoup des choses qu'on a entendues dans l'étude, donc c'est intéressant. Peut-être Elena, du côté de Médecins du Monde, comment est-ce que toutes ces questions-là, vous les abordez? Comment ça vous bouscule? Comment tu veux réagir? Okay. Merci beaucoup pour l'invitation. J'ai trouvé super intéressant, malgré ces 88 pages des rapports, très intéressants. Une seule chose, si vous me permettez, vous parlez des vents en face. Je pense que ce n'est pas des vents en face, c'est des vents latérales qui sont encore plus dangereux. Quand les vents viennent en face, tu sais qu'il faut que tu continues, Le problème, c'est que c'est des vents latérales qui nous font... On perd les nord. Bon, voilà, c'est mon côté poétique et ma maîtrise du français. Et seulement pour vous donner un petit aperçu, ce n'est pas pour faire la pub des Médecins du Monde, mais pour que vous compreniez un peu comment ça nous impacte, etc. Parce que certains peuvent se dire, Médecins du Monde n'est pas impacté. Alors je vous explique. Médecins du Monde, en total, nous sommes 17 Médecins du Monde dans différents pays, 17. En total, 50 pays d'intervention. Et pas tous les Médecins du Monde font à l'international. C'est les points communs pour les 17 Médecins du Monde, c'est qu'on a des projets domestiques. Ça veut dire que les 17 Médecins du Monde travaillent dans ces 17 pays. Et pour exemple, au Médecins du Monde France, on a des opérations à l'international, dans plus de 20 pays, mais aussi en France. Et aussi, pour vous donner un peu l'aperçu, on parle des 150 millions, 150 pour mon petit accent, et un peu plus de la moitié vient de la générosité publique.
Des autres choses importantes, c'est qu'on a différents types de modalités d'intervention. Parfois, c'est partenaire, comme on peut comprendre en général. Pour notre ADN, on est beaucoup en partenariat avec les ministères de santé de les pays où on intervient. C'est un autre type de partenariat, quand même. Et il y a dans certains pays où on intervient complètement en direct, parce que c'est des grandes crises humanitaires, par exemple Gaza, là-bas on intervient en direct. De façon qu'il faut prendre ça en considération pour se dire comment tout ça nous impacte, parce qu'il y a différentes choses. Les luxes qu'on a, c'est la générosité publique, c'est ces donateurs. Et je ne parle pas de l'argent, je parle du fait qu'on a des dizaines, des milliers de personnes en France qui sont militantes et qui nous suivent et qui sont sensibles au sujet et au plaidoyer qu'on peut avoir. C'est ça le plus important. Le luxe, il est là. Le luxe, il n'est pas dans l'argent. Je ne néglige pas. Et c'est ça, c'est avec les contributions de ces donateurs qui nous permet de faire des choses dans des pays où on ne le ferait pas, des choses improbables dans des endroits vraiment improbables. C'est ça le vrai luxe. Et l'autre luxe, c'est que ça nous permet d'avoir du temps pour prendre certaines décisions et réagir. Parce qu'on dit, certaines organisations, qu'est-ce qu'ils vont faire? En fait, il y a des organisations qui n'ont même pas les moyens de réfléchir, ils n'ont pas le temps. Si les mois prochains, dans 12 mois, tu n'as pas la trésor pour payer, c'est fini, c'est fini. Et tu peux être très engagé, mais il faut payer des salaires, il faut payer les locaux où tu es, etc. Si je reviens sur comment ça a impacté à Médecins du Monde, c'était très curieux parce qu'il y a eu les annonces de Trump et j'ai eu l'impression, vraiment, que les seuls qui s'étaient un peu inquiets, c'était les côtés opérations internationales. Le reste, c'était ça ne va pas avec nous. Et en fait, l'histoire de Trump, côté Médecins du Monde, c'était très anecdotique, mais ce n'est pas Trump, c'est la France, c'est l'Allemagne, etc., etc., etc. Et tout ça, bien sûr, qui nous impacte. Et on est vraiment dans un travail, et je parle côté équipe, vraiment de mettre tout le monde à niveau et sensibiliser tout le monde. Tout ça, ça nous impacte à toute l'organisation. Et ça, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, on est dans un petit travail de fourmi encore parce qu'il y a certains services qui se trouvent un peu loin de toute cette réalité. Sur les côtés posture organisationnels, on parle effectivement ces questions sur les périmètres, sur la taille, sur les modèles économiques, etc. Mais ce n'est pas des choses nouvelles. Il faut savoir que Médecins du Monde avait élaboré une stratégie de financement, ça fait certaines années, de façon que rien n'est nouveau. On avait beaucoup de choses à l'œuvre. Et il y a des choses, par exemple, ça fait certaines années déjà, on avait dit on ne sera pas dépendant d'un bailleur à plus de 10%. De façon que, bien sûr, qu'on s'est privé de beaucoup de choses les dernières années. Mais c'est ça qui nous a protégés. Après, on a une charte de financement qu'il est, comment dire, il est un peu restrictive. Quand je parle avec mon collègue des financements privés, il me dit oui, mais en fait, c'est impossible. Aller chercher dans les entreprises avec toutes les clauses et toutes les conditions que Médecins du Monde met, il n'y a pas beaucoup pour aller chercher l'argent. Mais on était assez protecteurs par rapport à nos valeurs. On a eu une croissance, mais c'était maîtrisé et surtout très aligné. Mais l'effet, par exemple, plafonner la dépendance, je pense que c'est une chose qui nous a protégés par rapport à ce qui se passe maintenant. Après, bien sûr qu'on se questionne sur la taille du siège, sur les rôles du siège et le rôle du terrain. Et, pardon, il y a une collègue de Médecins du Monde, tu ne vas pas répéter, mais bien sûr, je pense qu'on a un siège très grand. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut les réduire. Allez, tout le monde réduit 10%. Je pense qu'il y a des services qu'il faut investir pour les futurs et certains que peut-être il faudrait penser les choses d'une autre façon. Et on est dans cette réflexion. Est-ce que certaines choses, il faut les externaliser, il faut les mutualiser, il faut améliorer l'efficacité et l'efficience pour avancer. Il y a une chose que ça m'a fait sauter, c'est positionner dans les endroits les plus accessibles. Ça, par exemple, pour Médecins du Monde, c'est pas question. On ira où il y a les besoins. Et ça, c'est sûr. Et en général, les besoins, ils ne sont pas au bord de la route.
ils sont un peu plus loin, où personne va. Ça, sur le côté, je pourrais vraiment parler après, si vous voulez, il y a plein de bars dans la rue de Martyrs. Mais comme j'ai 5 minutes, je vais essayer d'aller très rapide. Sur la posture internationale, je pense que affirmer notre posture internationale, ça passe pour Médecins du Monde de revendiquer cet ancrage qu'on a en France. C'est important. Sur les côtés partenariats, c'est une préoccupation depuis longue date. On est, comme tu disais, encore à définir même la sémantique, quel type de partenariat, parce que nous, on a un réseau, mais on a les ministères de Santé, mais on a, comme beaucoup entre vous, alors c'est encore pas évident. En tout cas, nous, c'était une des premières préoccupations, c'était les partenaires, et c'est pour ça que dans l'Assemblée générale de juin dernier, l'Assemblée générale a approuvé une réserve spéciale de soutien aux partenaires à l'auteur de 3,5 millions d'euros. Bien sûr qu'on ne va pas résoudre les problèmes de tout le monde, mais quand même 3,5 millions d'euros, c'est pas rien. Et c'est vraiment pour des partenaires opérationnels et on verra. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup qui, sinon, ils vont mettre la clé sur la porte. Au niveau mobilité, quand on préparait cette intervention, j'avais dit effectivement que ça m'avait surpris voir ça parmi les 5 remises en cause. Côté Médecins du Monde, bien sûr qu'on est sensible au sujet d'un point de vue vraiment éco-responsabilité, mais qu'après il y a une réalité opérationnelle, comment dire, pour des questions de sécurité, on va continuer à prendre l'avion quand il le faut, mais pas seulement que pour des questions de sécurité. Il y a, par exemple, un moment fort pour nous, c'est les journées des Médecins du Monde. Comme j'imagine beaucoup d'interviews, vous venez faire venir des collaborateurs de différents endroits. Et ça, pour nous, c'est très important pour la vie, pour l'adhérence des valeurs, etc. De façon qu'on rationalise, mais on ne va pas dire, non, celle-là, on va éviter. Et ça qui m'a fait un peu sourire, c'est qu'effectivement, ça revient comme une des 5 remises en cause. La semaine dernière, j'ai parlé avec ma collègue en charge de l'éco-responsabilité à Médecins du Monde, qui me disait, je suis en train de voir, et beaucoup de postes d'éco-responsables dans différentes ONG, ils sont en train de sauter. Il y a zéro jugement. Et j'ai fini très très rapidement sur la posture politique. Nous, comme Oxfam, nous, on s'indigne de façon pragmatique. Ce n'est pas une chose ou l'autre, il faut seulement adapter les discours. Et nous, on ne remet pas en question les mandats, au contraire, il faut l'affirmer. Il y a une question, comment on fait pour dépolitiser les discours, dépolitiser l'aide humanitaire? Parce que je pense qu'il faut politiser les discours. On n'est pas des faiseurs des consultations en santé. La santé, c'est un droit, c'est extrêmement politique. Médecins du Monde, bien sûr qu'on est politique, on n'est pas partisan, mais bien sûr qu'on est politique. Mais la politique, c'est pas la propriété des politiciens. Et une chose, et j'ai fini là-bas, c'est pour nous ça que c'est important, c'est mettre la population au centre. On fait tout au début, il y avait cet effet de sidération où on a beaucoup communiqué sur on va fermer des projets, on va devoir virer des gens, etc. Et on fait, bien sûr que ça c'est grave, mais ça que c'est plus grave, c'est que si on fait tout ça, il y a beaucoup de gens sur les terrains qui ont été privés d'énormément de choses. Et on les voit déjà. Vous savez parler des priorix, il faut choisir entre les choléra au Yémen ou les Belges en Palestine. Mais on voit maintenant que les bailleurs, par exemple, il y a certaines niches qui sont moins importantes. Quand on fait comme nous la réduction des risques auprès des usagers de drogue ou des travailleurs sexuels, vraiment c'est les plus négligés, des plus négligés, des plus négligés. De façon qu'il y a tout ça. De façon que non, je pense qu'il faut continuer à s'indigner de façon très très pragmatique, mais ensemble si possible. Merci beaucoup Léna.